Bonjour Francis et bienvenue. Bonjour Mireille, merci de renouveler votre amitié. Bonjour Calvino. Bonjour Monsieur Red. La forme. La forme, Monsieur Red, la forme. Hi Kathy. Hello Francis. How are you? Blooming, very beautiful. Oh, as usual. Thank you, I'm blushing. I'm blushing. Alors, j'espère que ça se passe bien. Non, non. Alors, on va dire quoi aujourd'hui? On parle justement... Déjà, j'espère que cette musique t'a permis de pouvoir mieux recadrer, je vais dire recadrer tes idées. Parce Voilà. qu'on parle de recadrage ce matin. Oh, voilà. Comment recadrer oui. justement le collaborateur qui sape le moral de l'équipe. Oui, c'est une problématique assez importante. Parce que vous avez des gens qui ont tendance à être systématiquement négatifs. Et donc, très souvent, ils pourrissent leur environnement de travail. Ils minent le moral de leurs collaborateurs. Certains en sont conscients et d'autres pas. Donc maintenant, comment est-ce qu'un manager, comment est-ce qu'un chef d'équipe s'y prend pour recadrer de tels collaborateurs? C'est ce qu'on verra dans les détails et puis on donnera après des astuces pour pouvoir s'en sortir, parce que c'est important quand on est manager de savoir diriger son bateau. Quand on perd le contrôle du bateau, en général, on perd sa qualité de leader et de manager. Voilà. C'est pas du tout évident, hein, surtout quand on perd le contrôle, parce que c'est généralement à ce moment, à cette période, qu'on a véritablement beaucoup de problèmes. Oui. Bon, le premier souci, c'est que la plupart des managers qui accèdent à des postes managériaux n'ont pas reçu de formation. Ils ne sont pas non plus accompagnés, ce qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, les entreprises devraient avoir un accompagnement systématique pour toute personne qui devient manager, ou pour tout manager qui devrait renforcer ses capacités, parce que c'est assez challengeant de pouvoir diriger les hommes, c'est assez challengeant de devoir au quotidien assurer le suivi. Donc la moindre des choses, ce serait d'accompagner ces personnes-là afin qu'elles gagnent en compétences et qu'elles puissent assurer une performance pour l'entreprise qui en a besoin. Alors, comment on se retrouve dans une situation? Allons directement, hein, si on pose le problème. Je suis dans une équipe, voilà, je gère une équipe jusqu'à ce moment, ça se passe super bien. Mais de temps en temps, quand même, il y a... peut-être pendant qu'on est en train d'émettre des idées, beaucoup de choses se passent, je n'arrive pas. Il y a une personne qui va toujours venir, un peu comme, on va dire quoi, une personne, pas aigrie, c'est trop dire, peut-être qui vient, n'est toujours pas content, n'est jamais content, n'est jamais satisfait et veut polluer toute l'existence, tout le monde avec justement cette aigreur, si je peux me permettre l'expression. Comment se comporter face à ce genre d'attitude? Alors, un manager n'est pas émotif, c'est-à-dire qu'un manager ne prend pas des décisions sous les coups de l'émotion. Ça veut dire qu'il faut commencer par faire le point de la situation. En quoi est-ce que le collaborateur pollue l'atmosphère? Parce qu'il y a une différence entre les bruits de couloir qui peuvent parfois attribuer à des gens des rôles qu'ils n'en connaissent pas. Il faut se rassurer de ce que X ou Y collaborateur est effectivement en train de polluer l'atmosphère. Voilà. Il faut se rassurer. Ça veut dire que le manager a besoin de faits. Il a besoin d'établir des choses sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer. Voilà. Donc, une fois que le manager a recensé des situations, a recensé des épisodes où un collaborateur est effectivement en train de polluer l'atmosphère, il doit essayer de comprendre. Et pour pouvoir comprendre, il faut
avoir une discussion franche avec le collaborateur en question. Parce que parfois, il y a des problèmes d'ego. C'est-à-dire qu'un manager peut avoir l'impression que le collaborateur X pour l'atmosphère. Alors qu'en fait, c'est juste une perception assez subjective de la situation. Parfois, le manager a simplement du mal à accepter un avis contradictoire. Donc, il faut commencer par établir qu'effectivement, il y a un collaborateur X ou bien un collaborateur Y qui pollue. Je m'appesantis sur le constat parce que c'est très déterminant pour la suite. Il faut éviter, quand on est manager, de porter de fausses accusations. Exact. Il faut éviter de généraliser notre subjectivité. Parfois, on a l'impression que, mais entre l'impression que nous avons et la réalité, il y a parfois un très grand fossé. Donc, il faut se rassurer que vous ne portiez pas d'accusations erronées. Il faut vous rassurer que vous n'êtes pas, en fait, en train de vous braquer face à quelqu'un qui peut-être a des idées différentes des vôtres. Maintenant, quand vous avez donc établi qu'un collaborateur pollue, maintenant, quelles sont les manifestations, quels sont les comportements que ce collaborateur affiche? Est-ce qu'il s'agit peut-être d'insubordination, insubordination systématique, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre vos ordres à la lettre, le fait de ne pas suivre les instructions, le fait de toujours vouloir remettre en cause vos instructions, bien que ce soit parfois nécessaire, mais quand ça devient systématique, ça veut dire qu'il y a problème. Est-ce que le collaborateur a tendance à colporter? Parce que le commérage est une arme d'exclusion massive en entreprise. Alors, et certains collaborateurs passent par le commérage pour pouvoir déstabiliser les collaborateurs. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un conflit personnel que vous avez avec le collaborateur en question et ce dernier a décidé de vous pourrir la vie en détruisant l'équipe de manière très insidieuse? Ou s'agit-il d'une rivalité qui peut-être découle d'une frustration que ce dernier a essuyée? Je prends un exemple très simple. Vous avez dans un service deux personnes qui ont le même niveau d'expérience, qui ont peut-être les mêmes diplômes, et puis un beau matin, X est nommé au détriment d'Y. Et Y décide donc maintenant de vous prouver qu'il aurait dû être nommé en lieu et place de son collaborateur. Alors, il commence donc à saper le moral, il remet en question vos instructions, il vous critique ouvertement pendant, par exemple, les réunions, ce qui est très désagréable et peut vous déstabiliser. Donc, une fois qu'on a établi le comportement qui nous permet de dire avec assurance que tel collaborateur est en train de saper le moral des autres, alors maintenant, on passe dans la phase de la confrontation. Alors ici, il ne s'agit pas d'une confrontation violente, mais il s'agit simplement d'inviter le collaborateur à s'ouvrir et à pouvoir justifier son comportement. Parce qu'il faut toujours donner le bénéfice du doute au collaborateur. Il peut ne pas être conscient de l'ampleur de ses comportements. Ça veut dire qu'il se comporte de manière inconsciente. Il pose des actes qui ont des conséquences assez dramatiques pour l'équipe, mais ne s'en rend même pas compte. Alors, lors de la confrontation, vous pouvez, si vous le voulez, être assisté par un témoin qui va prendre des notes et qui pourra vous faire un rapport de réunion plus tard. Alors, lors de la confrontation, vous faites savoir au collaborateur qu'il a des comportements, qu'il affiche des comportements qui ont tendance à déstabiliser l'équipe, qui ont tendance à saper le moral des collaborateurs.
Et si vous pouvez, vous citer de manière factuelle. Vous n'êtes pas en train de rapporter des commentaires, non. Vous êtes en train de présenter des faits que vous, comme manager, avez vécu. Maintenant, une fois que cela est fait, si le collaborateur était inconscient de ses comportements, ou s'il n'était pas entièrement conscient des conséquences désastreuses sur l'équipe, alors là, il est averti. Et vous savez ce qu'on dit, un homme averti en vaut deux. Une fois qu'il a été averti, qu'il a été prévenu, maintenant, vous devrez solliciter de lui un engagement au cours duquel il prendra des mesures pour ne pas répéter les mêmes comportements. Si par exemple il s'agit de commérage, alors que ce dernier prenne l'engagement de ne plus être un ambassadeur du commérage. Voilà. S'il s'agit d'insubordination, bref, quel que soit le comportement qu'il a affiché et qui a conduit à la confrontation, il doit prendre l'engagement formel de ne pas reproduire les mêmes comportements. Mais si après cela, vous constatez qu'il continue dans la même lancée, alors vous avez deux solutions. Soit vous vous adressez à votre hiérarchie, soit vous interpellez le département des ressources humaines qui a tous les pouvoirs pour pouvoir prendre des mesures disciplinaires qui s'imposent dans de telles situations. Francis, on va continuer à raison commerciale oblige. On va prendre l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. On va commencer par avoir déjà d'abord le pub, le temps qu'elle vienne s'installer. Pouvons-nous avoir la pub de l'Institut du Golfe de Guinée, s'il vous plaît? Et comme ça, nous allons recevoir Madame Nana, qui est déjà dans la salle. Okay. I think he's still preparing. Okay. Maybe On we'll repart avec... Yes, now, Francis, based on what you're just saying, I don't know, maybe you just do repetition in English. Now, I know it's vital for managers or even team leaders to, distinguish between actions that genuinely undermine their authority and those that don't. And also, sometimes it's what we see as maybe undermine and maybe undermine their acts may actually be a misinterpretation. Yes. Now my question is, what is and isn't undermine that? What is and isn't undermine you or undermine the manager or a team leader? Okay. First of all, we should not be biased towards our collaborators. Okay. Some of our collaborators may have a behavior which they are not conscious of the impact. Okay. On the team level. Now, when you establish that there is X behavior that the collaborator has been consistently putting up and which has had a very negative impact on the team, then it's important for you to confront them. It's important for you to confront them. Now, we're looking at behaviors like gossiping. Some people tend to over-gossip. And gossiping destabilizes teams. Yes, because gossiping is about you sharing stories about another colleague. It could be about their private life. It could be about their choices, and so it may be very destabilizing. Yes. So gossiping may be a tool of destabilization for a team. Okay. It could be that an employee feels that he deserves to be at the same level as his or her boss. Yes, that's true. But the hierarchy did not give him or her that opportunity. And so now she turns and decides now to make the life of the boss difficult by
undermining instructions, by calling the boss's attention during meetings. And these kind of behaviors will not do any good to the team. Yeah, it's true. Yes. So once the boss has established, has identified those behaviors, he needs to confront. I recall a case in a company where I was coaching, where two colleagues had a romantic relationship. Then one was promoted as head of the team. And unfortunately, it's the lady who was promoted. And so the male colleague found it very difficult to be under the authority of his former girlfriend. And so he was systematically undermining. He was the one to openly oppose to the boss's decisions. He was the one to gossip around. And at some point, the boss had to step up and confront him. And this confrontation was designed to make him understand that irrespective of what had happened between them, it was important for him to digest the fact that she was now the boss and he had to take instructions from her. Yes. Recadrer un collaborateur qui a tendance à saper le moral de toute l'équipe est quelque chose d'assez difficile. La première chose à faire, c'est d'abord de lui parler, franchement, et de lui dire que tout ce qu'il fait n'est pas bien. Et puis la deuxième chose, c'est l'écarter de l'équipe, tout simplement. Voilà, c'est l'écarter de l'équipe. On l'écarte parce que c'est une mauvaise graine. Si elle reste là, elle va germer et puis elle va produire d'autres graines. Voilà. Je crois qu'il y a plusieurs alternatives, mais deux se présentent les meilleures. La première alternative, c'est de le ramener à la raison, le recadrer, voire même lui donner, n'est-ce pas, les rudiments qui pourront une fois de plus renforcer ses capacités. La deuxième alternative, c'est quand ça continue et qu'il n'y a pas une issue pour trouver, n'est-ce pas, des solutions à remédier à cette situation, qu'il faut absolument mettre de côté ce collaborateur, car il représente un danger pour le développement de la structure. Il faut le flatter d'abord. Il faut essayer de lui baratiner, comprendre ce que lui aussi il a besoin, les problèmes que lui aussi il est en train de vous proposer. Donc il faut essayer de lui flatter pour que s'il peut tomber d'accord avec nous tous ensemble. Alors, vous comprenez, non? Il faut le flatter, il faut aussi comprendre ses idées et lui remettre sur la route une bonne voie. Parce qu'il peut avoir des problèmes de santé, il peut avoir des problèmes de vie, il peut avoir des problèmes de nutrition. Bon, ça peut lui faire envoyer d'autres supposés, ça peut lui donner d'autres problèmes à la tête et il devient comme ça. Quand vous avez un collaborateur qui dérange, vous l'amenez vers vous, vous lui donnez des conseils parce que ça va avec, avec les autres, ça doit aller, ça doit marcher, la collaboration doit être sincère. C'est-à-dire nous devons travailler la main dans la main. Quand il y a une personne qui dérange, tu l'amènes à comprendre que quand elle dérange, elle nuit les autres. Elle ne veut pas que le travail avance. Vous lui donnez des conseils jusqu'à ce qu'elle comprenne exactement ce qu'il faut. Parce que quand vous avez un collaborateur qui dérange, ça nuit les autres et ça peut faire freiner le travail. Donc vous êtes obligé de l'amener à comprendre que quand vous êtes ensemble, vous collaborez ensemble, le travail avance et vous allez vers la même direction. Oui, des points de vue assez pertinents, divergents et pertinents à la fois. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est dans un cadre professionnel, on n'est pas là pour donner des conseils comme si on était en famille. Voilà.
Alors, parce que ce terme de donner les conseils, de faire comme si on était en famille, on s'aime et tout le reste, c'est très dangereux et c'est nocif. Il faut savoir établir les priorités. Lorsqu'un collaborateur, vous avez l'impression qu'un collaborateur dérange, il faut commencer par identifier les comportements qui dérangent. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se dire ou d'avoir une perception erronée. Il faut d'abord identifier quels sont les comportements du collaborateur qui dérangent, premièrement. Et deuxièmement, en quoi est-ce que ces comportements dérangent? Parce que vous pouvez ne pas apprécier un individu. Ça peut arriver. Il peut avoir une coupe de cheveux qui ne vous plaît pas. Il peut avoir un style vestimentaire qui vous déplaît. Et vous commencez à entretenir une certaine animosité contre lui. Et finalement, ça vous fait croire qu'il est quelqu'un de pas bien, alors que ce n'est pas le cas. Donc il faut établir, et en établissant, soyez sûr d'être objectif. C'est par exemple du commérage, c'est par exemple de l'insubordination, c'est par exemple des retards répétés que ce dernier voudrait absolument justifier. C'est-à-dire qu'il voudrait vous faire penser que ces retards sont devenus une chose normale et que vous devez l'accepter comme tel, alors que le règlement intérieur interdit formellement que vous soyez en retard. Maintenant, après ça, il faut confronter l'individu. Laissez votre paternalisme de côté. Vous aurez beau avoir un esprit maternel, mais évitez de donner les conseils. Confrontez la personne. Amenez la personne à comprendre l'impact que ces comportements ont sur le reste de l'équipe. Exactement. Maintenant, c'est à la personne de prendre conscience. Quand on commence à travailler, on n'est plus un gamin. Ça veut dire que lorsqu'on vous confronte, vous devez prendre conscience de ce qu'on vous reproche. Exact. Et maintenant, vous devez prendre l'engagement de ne plus reproduire ces comportements pernicieux qui nuisent à l'équipe au-delà de votre personne et au-delà de la personne de votre chef hiérarchique. Parce que commencer à donner les conseils signifie en fait que nous sommes en famille, on s'aime bien et puis on voudrait vous amener. Non, ce n'est pas négociable. Un comportement pernicieux en entreprise ne doit pas donner lieu à une négociation. Se donner des conseils, c'est comme si c'était un enfant, c'est comme si on avait affaire à un adolescent, à une personne inconsciente qu'on voudrait ramener. Non, on ne ramène personne. C'est-à-dire qu'il faut fixer les choses. Vous êtes un collaborateur, vous êtes employé pour faire un travail bien précis, mais vous pourrissez l'atmosphère au sein de l'équipe. Voilà les comportements que vous affichez depuis quelque temps, et ces comportements ont pour conséquence X et Y. Quand le manager a établi cela, la prochaine étape, c'est de demander aux collaborateurs de prendre ses responsabilités. Soit il revient à de meilleurs comportements, soit des mesures disciplinaires vont s'imposer à lui. C'est clair. Ça, c'est clair. Donc, il faut être factuel. Giving advice is not a family setting. Voilà. Yes, It's of not course. a family setting. Voilà. And it's because you want to give advice that the person may even exaggerate. Exaggerate. Yes. Yeah. So that's there's true. no advice to be given. Companies have rules. And if you work for a company, you must abide by those rules. And when the manager decides to confront the collaborator, it's because he has already established some facts. It's because he has already established that there is X or Y behavior that the collaborator has been putting up and which has been having a very negative impact on the team. And so, when being confronted, one, the person has to acknowledge, which means the person becomes aware. We may believe that he wasn't aware of his behavior or he wasn't aware of the consequences of his behavior on the team. So now that he's being confronted, he becomes aware. Aware. So now that he's aware, what does he do? He has to commit
to change. He has to commit to stop putting up those behaviors, those negative behaviors. Yeah. Now, he needs sometimes, the manager may give him time, time to change, time to adjust. And during that time of adjustment, the manager has to watch the person. And if the person does not change, if the person carries on with the behavior, Sanction. then the manager is in a position to hand him a query letter C'est tout. Voilà. or to send him to the HR department Moi, je pense même, for disciplinary measures. voilà, je pense même que je suis un peu plus, peut-être un peu, j'épousais par exemple l'idée de ce monsieur et je suis d'avis peut-être pour, quand on dit qu'il y a souvent comme une sorte de gangrène, ça crée une sorte de gangrène dans l'équipe. Dans l'équipe, oui. Parce que ça peut infecter les autres, Oui. affecter même les autres. Ce matin, quand on parlait, je vois, on parlait ici ce matin, et Cathy disait, en termes d'interprétation, tout à l'heure tu as parlé de commérage Oui. dans l'entreprise. Ça fait que, quand peut-être je dis un mot, peut-être à Cathy ou à Calvino, quelqu'un d'autre va venir derrière et dire à Calvino ou à Cathy que tu es même sûr que c'est ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire ci, elle voulait dire ça. Et que comme ça, que ça va affecter, on endoctrine. Cathy ou Calvino, ça fait en sorte qu'ils commencent à penser mal de moi. Et pourtant, les intentions n'étaient même pas déjà ça sur le voilà. Et quand on est donc justement face à ce genre d'attitude, comment donc se comporter? Parce que est-ce qu'on devrait directement couper la poire? C'est vrai que tout à l'heure tu disais parler, il n'y a pas de conseil, c'est pas la famille. Mais il y a des entreprises où on reste là, ça perdure. Et ça dilue l'entreprise, ça dilue l'évolution de l'entreprise. C'est dangereux parce que ça va entraîner des contre-performances. Exactement. Et au bout du compte, l'entreprise qui perd beaucoup d'argent. Donc, il faut établir les comportements. Quand on établit les comportements, maintenant, on confronte l'employé en question. Et lors de la confrontation, ce n'est pas un tribunal. On va citer des faits appuyés par des comportements. Et maintenant, c'est à la personne de dire ce qui se passe. Si, par exemple, la personne estime que le commérage est une de ses valeurs et qu'il ne peut pas s'en passer, alors le message est clair. Ça veut dire que même dans les 6 prochaines années, il sera toujours en train de faire son commérage. Donc, il n'est pas embêté par cela. Donc, il prend conscience, donc il est conscient de ce qu'il fait. Alors là, c'est un élément très dangereux. Et ce genre d'élément, il faut s'en débarrasser le plus tôt possible. Par contre, si la personne n'était pas consciente de l'impact de ses comportements sur Francis. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous savez, les gens partent de chez eux avec des mentalités différentes. Vous avez des gens qui viennent en entreprise et qui ont peut-être une culture de commérage assez forte en famille et donc auront tendance à transposer ce comportement-là à l'entreprise. Maintenant, lorsque vous sifflez la fin de la régulation et vous leur dites le commérage est interdit ici. Si vous continuez à faire du commérage, voilà les sanctions qui vous attendent. Alors à ce moment-là, on va se dire j'ai intérêt à ne plus faire du commérage. Ou encore, si vous avez plutôt un collaborateur qui a tendance à s'opposer à vous, à s'opposer par exemple à des décisions du manager de façon systématique, il faut chercher à comprendre quelles sont ses motivations. Est-ce que la personne a un problème personnel avec le manager? Est-ce que la personne a une récrimination qu'il veut forcément faire savoir? Est-ce que la personne a mal digéré une frustration peut-être qui pourrait découler d'un geste ou d'un comportement inconscient du manager? C'est pourquoi la confrontation est très importante parce que ça donne l'occasion de pouvoir discuter ouvertement de l'impact de ces comportements-là. Parce qu'il faut aussi se dire, on n'est pas ici en train de condamner l'individu. On condamne ses comportements. Exactement. Et il faut faire un distinguo entre
l'individu et ses comportements. Oui, je suis d'accord. This is very important. Yes. The person is not his or her behavior. Yeah. You may appreciate somebody, but at the same time, you denounce his behavior. Because the behavior has a negative impact on the whole team. Because it undermines the manager's authority. So it's very important. Yeah. Now, once you have confronted the person tells you exactly what is going on. Oh, sorry, I wasn't aware. I apologize, and I will do my best not to repeat this kind of behavior. Okay. Good. Or, well, if they say, I don't care, that's who I am and that's what I always do, then you know what to do next. You may have to part company with the person. You may have to terminate the person's contract because the person is honestly not going to change. Yes, and it's useless keeping somebody who wants to destroy the whole team. Okay. The salaries of the staff depend on the performance. If the performance drops because of one individual, then there's a risk of salaries not being paid because the turnover might drop drastically. So it's very important to confront. But before confronting, make sure you investigate. A manager is not somebody emotional who gets information from somebody and makes a decision. No. You as a manager, you need to establish that these are the behaviors that this person has been putting up. And as a result, let me confront the person. And before confronting the person, make sure that you are not biased. It's not because somebody has maybe dreadlocks and you don't like dreadlocks that you think the person is bad. It's not because the person maybe belongs to a different religion than yours that you may tend to believe that the person is bad. No. Cool. So make sure that what you are denouncing is established and does not align with company values. The person may be a heavy drunker away from the office, but when he's in the office, he does not drink. Yes, he's professional. He's professional. Now, the fact that you know him as a heavy drunker out of the office does not give you the right to identify him or to qualify him as a troublemaker. Yes. Or even useless, though. Yes, yes. If you've had your rivalry, let's take two men. You've had a rivalry over a girlfriend. It does not qualify you to identify your colleague as a troublemaker. Ça veut dire qu'il faut avoir de la hauteur sur certaines choses. So be as unbiased as possible. Okay. Yes. Okay, for instance, I want to emphasize more on the morale, the word morale. Now, what could really lower the morale of a team? Yes. And how can a manager or even a team leader motivate, or maybe motivate the low morale of his or her team, her team members? Yes. Okay. Let's take an example. There's a project. And there's somebody who does not work on the project. Why? No one knows. But he goes around and criticizes what others are doing. And at the end of the day, because of his behavior, the team members cannot deliver on time. Okay. Take somebody who has access to some information which the project team needs, but does not share the information because he believes that the people who were appointed on the project were not qualified. First of all, he has no right. He has no right to say that people are not qualified to be on the project. On the project. The manager is supposed to have appointed the right people, him included. But this is somebody who decides not to join the project team, to stay aside, keep information, and just criticize. This is very bad. It's very unprofessional.
the best way to handle this kind of situation is, okay, join the team, work with the team, deliver, and after delivering, now you call the attention of your manager by telling him, I work with this team and I found out that X person was not qualified, X person was not delivering. But not you staying aside and just criticize, you know. Because by criticizing, the message you're sending is that your manager did not choose the right people. And you are saying it very openly. You may call the attention of your manager on somebody's maybe incompetence, but not openly. So it's very important for whoever has any grievances against a manager to know how to frame the problem. You don't do it openly by publicly opposing to your manager. You are in a meeting, the manager is speaking, and then at some point you say, it's wrong. I don't think it's fair to do that. Or even you walked out. Or you walk out. It's not the right attitude. It's not the right place. Yeah. So, if during the confrontation the manager discovers that it's just a problem of attitude due to ignorance, then it's different. It's different. But if it was intentional. But if it was intentional, done on purpose, then it becomes a different ball game. Mais Francis, il y a des personnes. J'ai une question. Hein. Oui, merci, mais grâce. Il y a des entreprises ici dehors. Bon, heureusement, nous ici à SCV, on n'a jamais été dans cette genre de situation où quelqu'un travaille dans une entreprise, il fait les 7 mois, on ne le paye pas. Pourtant, il est en location, il a une femme, il a les enfants. Les 7 mois, 8 mois, 10 mois, sans salaire, il jongle. Est-ce que cette attitude ne peut pas amener certains emplois à saper le moral de l'équipe? Et quand ça arrive maintenant, on va dire à qui la faute? Comment résoudre ce genre de dilemme? Bon, face à un problème de salaire non payé à 5, 6 mois, 7 mois, je pense que la procédure voudrait que les délégués du personnel rencontrent la hiérarchie. Les délégués du personnel peuvent rencontrer la hiérarchie. Les délégués du personnel peuvent aller se plaindre auprès des autorités compétentes. Parce que forcément, lorsqu'on accumule 6 mois de salaire, la vie devient très difficile pour les employés. Et donc, il faut s'adresser aux autorités compétentes. Et je sais, pour ma petite expérience, qu'en entreprise, il y a ce qu'on appelle les délégués du personnel qui sont habilités à discuter de certaines questions délicates avec la hiérarchie. Et vous avez aussi le service de ressources humaines qui peut porter les doléances directement auprès de la haute hiérarchie de l'entreprise. Donc voilà à peu près les canaux que je pourrais proposer. C'est-à-dire, au lieu de rester calme ou bien de lancer par exemple un mouvement de grève, on peut d'abord s'adresser aux autorités compétentes en interne comme à l'extérieur de l'entreprise. Moi, j'étais en train de revenir parlant justement, on va terminer, il est déjà 11h53. Je ne sais pas si on va continuer ou pas. Bon, ma question, peut-être. Mais parfois, quand tout à l'heure, quand tu répondais à celle de Cathy, il y a des personnes quand même qui répondent, pas parce que elles sont mauvaises, mais juste peut-être parce qu'elles sont manipulées par d'autres personnes qui leur transmettent des messages négatifs à l'endroit de leur manager. Alors ça c'est très dangereux pour 2 raisons. Ça veut dire que la personne qu'on manipule n'a pas de personnalité. Ce qui est très dangereux pour un adulte en entreprise de se faire manipuler aussi ouvertement. Et la deuxième chose en fait, c'est que la personne n'a pas de conviction personnelle. Parce que autant on peut me donner une information, autant j'ai le droit de vérifier. Exactement. De vérifier est-ce que l'information qu'on m'a donnée est vraie.
Si je ne peux pas vérifier et que je réagis bêtement, je suis bêtement ce qu'on me dit, c'est très dangereux. Et c'est pourquoi il faut toujours passer à la confrontation de l'employé qui dérange. Parce que quand il se rend compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il peut faire marche arrière. Il peut dénoncer, si par exemple il s'agit d'une manipulation, il peut dénoncer. Et dit par exemple, écoutez, je suis victime d'une manipulation, ou bien c'est telle personne, ou bien c'est tel clan dans l'entreprise qui m'a demandé de me comporter ainsi afin de vous mettre en difficulté. Vous voyez? Donc la confrontation, qui est une étape cruciale, permet de rétablir les choses. Si on sent que la personne est manipulée, on le sait facilement. Lorsque vous confrontez un employé qui est manipulé, il va bégayer, il aura parfois tendance à se contredire. Et là, il suffit d'avoir juste une finesse dans le raisonnement pour pouvoir établir. Et quand vous établissez qu'il est manipulé, alors vous lui demandez ce qui le manipule, qui est derrière lui. Si par exemple, il travaille pour le compte d'un clan au sein de l'équipe, vous démantelez le clan et vous prenez vos responsabilités comme manager, c'est de pouvoir les transmettre par exemple au conseil de discipline, ou c'est de pouvoir engager des mesures disciplinaires qui permettront de remettre les pendules à l'heure. Thank you. Merci beaucoup, Francis Serrette. Toujours pour donner des solutions faciles et simplistes, justement, pour nous permettre d'être plus light dans notre travail. Merci, Cathy. Merci, tonton Calvino. Merci, Megas. Thank you so much. Merci, monsieur Serrette. Retrouvons Francis Serrette sur les réseaux sociaux. On ne vous le présente plus, francisserrette.com ou encore Francis Serrette sur Facebook. Vous allez avoir toutes les informations sur lui. Vous pouvez l'appeler ou vous écrire. Merci. Dieu vous bénisse. On se retrouve demain avec la prophétesse Geneviève Ngonaïkani. Dieu, Inch'Allah, Hamdoulillah, dans la paix. Waouh!